On va désormais passer à la dernière présentation de la journée avec deux intervenants. Le premier, il s'agit de Bruno Serranito, qui vient de la station de biologie marine de Dinard, du Muséum national d'histoire naturelle et du Centre de recherche d'enseignement des systèmes côtiers. Il est titulaire d'un doctorat et chargé de recherche à cette station marine. Il est orienté vers l'analyse et la valorisation de jeux de données issus de sciences participatives, avec pour thématique générale l'étude de la réponse des communautés côtières soumises à différents types de perturbations. Et avec lui, Tristan Di Meglio, qui vient de l'association Planète Mer, j'en profite pour saluer les collègues de Planète Mer qui sont certainement dans l'audience, qui a orienté son projet professionnel autour de l'expertise et la médiation des écosystèmes côtiers à des fins de gestion et de valorisation des territoires. Il s'est orienté sur le programme Biolith. C'est à partir de ce retour d'expérience sur les sciences participatives qu'ils vont présenter la dernière intervention de ce séminaire. Donc Tristan, Bruno, si vous voulez bien partager votre écran pour votre présentation. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Bruno. Alors juste pour vous indiquer, je pense que ce sera donc une présentation qui va s'organiser en deux temps et ça va être Tristan qui va commencer. Et comme on n'est pas totalement au même endroit géographique, il se pourrait qu'au milieu de la présentation, on shift en fait en termes de partage d'écran, mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Très bien, pas de problème. Pour rappel, le public, posez vos questions dans le chat. Et Tristan et Bruno, je vous laisse introduire les QCM que vous avez préparés. Parfait, bonjour à tous, j'espère que le signal est correct, que vous m'entendez bien et que la vidéo est bien partagée aussi. Merci tout d'abord à Polytech pour cette invitation. Donc avec Bruno, on va vous parler aujourd'hui de l'exploitation de données issues de sciences participatives avec l'exemple d'un programme de sciences participatives donc, qui s'appelle Biolith. Notre présentation sera axée sur la problématique suivante: comment les sciences participatives contribuent-elles à la production de connaissances sur la biodiversité littorale, avec un plan qui se décomposera en deux grandes parties. Une première partie introductive sur les sciences participatives et comment on arrive à construire de tels programmes, en faisant un focus forcément sur la donnée. Et une deuxième partie qui du coup sera présentée par Bruno et qui sera centralisée autour de justement l'analyse de ces données de sciences participatives qui sont des données un petit peu particulières, nous le verrons. Alors sans plus attendre, petite introduction sur l'écosystème Biolith, l'acquisition et traitement d'une observation vers une donnée exploitable. Alors Biolith, c'est quoi? C'est un programme donc, de sciences participatives, et la science participative, c'est des programmes qui sont nés dans les années, qui ont explosé en tout cas en France dans les années 2000. Différentes définitions à tout ça. La dernière définition est celle proposée par François Houlier, qui dit que de la science participative, c'est de la production donc, de connaissances scientifiques auxquelles des profanes, des non-spécialistes, participent de façon active et délibérée. Cette notion de profane non-spécialiste, elle va nous intéresser pendant cette présentation, puisqu'elle va questionner notamment le type d'observation, le type de données qu'on va pouvoir demander de collecter à ces non-spécialistes, et elle va aussi poser la question derrière de la validation. Alors, au-delà de cette définition, les sciences participatives recoupent plusieurs objectifs. On peut en distinguer trois, ce n'est pas exhaustif. La première, ça peut être de former une communauté et de la mobiliser autour d'enjeux liés à la nature. Donc, on va plus être sur un objectif de médiation scientifique, d'animation, de sensibilisation. Le deuxième, c'est de collecter donc des données sur la nature, la biodiversité pour étudier son état de santé. Là, on va plus être sur un rapport à la recherche. Et le dernier, enfin, ça va être donc de produire des outils de sensibilisation et d'éducation à la nature et à la biodiversité. À ce moment-là, on va également être plus sur un enjeu, on va dire, d'éducation. Alors, une petite carte d'identité du programme Biolith, puisque c'est sur ce programme-là qu'on va s'intéresser. C'est un programme qui est né en 2010 avec deux coporteurs, le Muséum national d'histoire naturelle, qui est le responsable scientifique du programme, et puis l'association Planète Mer, qui est le porteur historique du programme et qui est aussi aujourd'hui l'animateur du réseau de partenaires. L'objectif de Biolith, c'est quoi? C'est de répondre à des problématiques que se posent soit les scientifiques, soit les usagers, en lien avec le littoral et surtout avec la biodiversité qui s'y trouve. Alors pourquoi ce double aspect scientifique ou usager? On va voir plus tard que les différents observatoires que comprend Biolith
émanent soit d'une problématique posée par des scientifiques, soit proviennent de questionnements que se posaient les usagers. Alors, pour participer, c'est très simple. Si vous avez envie de participer, d'ailleurs, vous êtes les bienvenus. Ça se passe toute l'année. C'est un programme où on peut participer toute l'année, depuis le bord de mer, sur la façade méditerranéenne, sur la façade Atlantique-Manche. Aujourd'hui, on a quelques observations aussi qui sont réalisées en Outre-mer. On est soit, du coup, sur les systèmes à marée, on va parler de l'estran, la zone de balancement des marées, sinon une zone rocheuse, une zone sableuse, une plage, voilà. Et comment participer? Soit on participe en autonomie, seul ou en famille, ou bien on peut être accompagné par une structure animatrice locale. Aujourd'hui, le programme s'articule autour de 60 partenaires, structures d'éducation à l'environnement, associations, qui relaient le programme sur tout le territoire. Alors, dernier point pour finir cette petite fiche d'identité, à quoi ça sert ce programme-là? L'intérêt, il est double. Le premier intérêt, c'est de mieux connaître donc, la biodiversité littorale pour mieux la protéger en orientant les politiques territoriales et nationales. Le deuxième, c'est de donner les moyens aux participants de mieux s'approprier leur territoire et d'adopter des comportements éco-responsables. Alors, si on veut faire un petit focus là-dessus, c'est intéressant. Les enjeux, ils sont vraiment doubles. Comment faire pour que la protection et la gestion des milieux naturels soient l'affaire de tous? Et c'est un peu le leitmotiv aussi de Planète Mer, c'est-à-dire d'associer les parties prenantes, et notamment les citoyens, à la protection et la préservation de la biodiversité. Et le deuxième, et c'est pour ça qu'on a fait appel aussi au Muséum national d'histoire naturelle pour encadrer scientifiquement le programme, c'est comment cette biodiversité du littoral répond-elle aux évolutions globales, notamment dans un contexte de changement climatique, mais aussi dans un contexte de pression anthropique croissante sur le littoral, pour ne pas dire en explosion. Donc, au final, l'idée, c'est de suivre l'évolution de l'état de santé du littoral, évaluer les pressions et impacts des activités humaines, et puis, in fine, proposer et orienter des mesures de gestion et de protection. Alors, je vous parlais du LIT, donc c'est le Programme national de sciences participatives, qui comprend 6 observatoires. Je vous disais, certains ont été initiés par des problématiques scientifiques. C'est le cas de la thématique algues brunes et bigorneaux, que vous avez donc ici, sur laquelle on va revenir, qui a été initiée en 2012, avec donc la station marine de Dinard du Muséum national d'histoire naturelle. Et puis, on a d'autres thématiques qui sont arrivées en 2014 et qui, pour certaines, proviennent de préoccupations que se posaient des structures d'éducation à l'environnement partenaires de Planète Mer et qui, aujourd'hui, sont en train d'être renforcées d'un point de vue analyse de données, mais aussi d'un point de vue problématique. Alors, algues brunes et bigorneaux, c'est la thématique, l'observatoire qui va nous intéresser, donc sous la responsabilité scientifique à la fois du Muséum national d'histoire naturelle et puis de l'Université de Rennes 1, qui sont les deux cofondateurs de cette thématique. Cette thématique, elle part d'un constat. Le constat fait, il y a une trentaine d'années, d'une régression des macroalgues brunes intertidales à l'échelle européenne. Vous avez un schéma à droite qui montre notamment un suivi qui est coordonné par l'IFREMER, le REBINT, réseau benthique, qui montre par image aérienne sur la Bretagne qu'on a des variations de champs d'algues brunes avec des zones qui régressent et inversement des zones qui du coup sont en progression. Alors, face à ce constat, 3 problématiques que s'est posé le muséum. Comment réagissent et quelle covariation on peut avoir dans les assemblages de brouteurs et de filtreurs et du recouvrement algal au cours du temps. C'est-à-dire qu'associé à ces champs d'algues, eh bien, on a des espèces qui vivent et qui dépendent presque strictement de ces algues-là. Comment ces communautés animales réagissent à cette variation de la couverture en algues? Deuxième problématique, puisque du coup, ce constat fait de la régression, on ne savait pas, on ne maîtrisait pas et on ne maîtrise toujours pas qu'est-ce qui est à l'origine de ces fortes régressions. Donc, quelle est l'influence des pressions de l'environnement et des pressions anthropiques sur la dynamique de l'écosystème à macroalgues brunes? L'enjeu, c'est donc d'avoir une meilleure connaissance du fonctionnement et de l'organisation de cet écosystème, mais aussi de pouvoir faire des recommandations de gestion dans la mesure où certaines activités anthropiques pourraient jouer un rôle sur ces dynamiques-là. Alors,
Alors, on va passer à un quiz à l'envers, si vous me le permettez bien. C'est-à-dire qu'on va vous proposer la question numéro 2. Il va falloir faire travailler un petit peu vos méninges, puisqu'on va traiter du coup la réponse juste après. Voilà, alors je ne sais pas si le quiz est prêt, s'il peut être lancé. On est sur la question 2 qu'on vous avait transmis, qui est autour du triptyque. Voilà, merci beaucoup. Donc, quel triptyque est clé, d'après vous, dans la formalisation d'un programme de sciences participatives? Si je veux reformuler ma question, d'après vous, à quoi il faut faire attention lorsqu'on crée un programme de sciences participatives? Et donc, vous avez quatre réponses possibles avec un fameux triptyque: protocole, validation de données, bancarisation, équipe de recherche, structure animatrice, temporalité, problématique, public, protocole, ou connaissances, compétences, communication. Donc, on a 23% de votants pour le moment. La question 2 est affichée aussi, on la traitera tout à l'heure. Alors en fait, il se pourrait qu'on doive répondre aux 2 questions avant de pouvoir passer aux suivantes. Eh bien, faisons comme ça, c'est pas grave. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Allez, on va peut-être clôturer donc sur la première question. Vous avez été plus inspiré a priori sur la deuxième que sur la première. Donc on a voilà. Eh ben, ça s'est joué à pas grand-chose, mais vous avez été bien inspiré. Donc sur la première question, c'est bien la notion de problématique publique et protocole qui est clé dans la réalisation d'un programme et en tout cas d'un protocole de sciences participatives. Et on va voir ça en image tout de suite. Donc en effet, l'étape importante quand on construit un programme de sciences participatives et un protocole, c'est de définir son projet. Son projet, on le définit, c'est l'IFRE qui le définit d'ailleurs et qui le définit très justement, autour de 3 notions: le protocole, la problématique et le public visé. Il faut savoir, je vous parlais en introduction de différents types de programmes de sciences participatives. Lorsque l'objectif de notre programme, c'est de constituer une base de données collaborative, ce qui va être important forcément, c'est le protocole, puisqu'il faut que les données soient standardisées notamment, qu'elles puissent être comparées. Et du coup, la problématique, elle est un petit peu moins importante. L'objectif principal, c'est vraiment d'avoir une base de données collaborative. Par contre, le public visé, lui, ça va être une variable d'ajustement, c'est-à-dire qu'en fonction du protocole, certains publics va pouvoir y répondre, mais pas tout le monde. On va passer à l'objectif 2. Si notre programme de sciences participatives il a pour objectif de répondre à une problématique scientifique, qu'est-ce qui va être important? Forcément, c'est la problématique. Le protocole qui sous-tend cette problématique va avoir pour ambition d'y répondre, forcément. Donc, qu'est-ce qui va être la variable d'ajustement? Cette fois-ci, ça va être vraiment le public. C'est-à-dire qu'en fonction du protocole, en fonction de ce qui est demandé, on va avoir seulement une partie du public qui pourra participer. Troisième point, si l'objectif de notre programme de sciences participatives, alors certains pourront se poser la question, est-ce qu'on est vraiment dans un programme de sciences participatives? Si l'objectif est de sensibiliser un large public, on ne va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, mais pour l'exemple, ce qui est important, donc, c'est le public visé. À ce moment-là, il faudra ajuster le protocole au public pour que le public soit capable de pouvoir répondre à ce protocole-là. Notre variable d'ajustement, ça sera la problématique. Il ne faudra pas être trop ambitieux sur la problématique, au risque d'avoir un protocole trop ambitieux également par rapport à notre public. Ça, c'est la théorie. Comment ça se passe sur le programme de sciences participatives Diolite? Je vous ai mis une petite phrase qui a tout son sens et qui a valu à ce qu'on se creuse pas mal la tête au début du programme. L'objectif du programme Diolite, c'est de faire participer un large public à la science, mais aussi que la science bénéficie du plus grand nombre. Donc là, on se rend compte, qu'en lisant cette phrase, qu'on a 2 enjeux qui ressortent. Le premier, la notion de public. Si on veut faire participer un large public, c'est qu'on veut le sensibiliser. En tout cas, c'était l'objectif de Planète Mère. À ce moment-là, le schéma, je vous l'ai remis, public visé,
protocole en adéquation avec le public et la problématique qu'on met un petit peu de côté. Mais nos amis du muséum, et Bruno qui est là, qui prendra la parole tout à l'heure, n'étaient pas forcément d'accord avec ça. Pour eux, ce qui comptait aussi, c'était les aspects scientifiques. C'est bien de faire participer du public, mais il faut que ça serve à quelque chose, il faut que ça serve à la science, il faut que ça serve à la préservation, la protection de la biodiversité du littoral. Et donc, pour le muséum, l'objectif, c'était de répondre à une problématique scientifique. Et là, on se rend compte que, alors d'ailleurs, j'ai un petit problème sur les slides. À ce moment-là, pardon, la problématique est prioritaire, le protocole en fonction de la problématique, et c'est le public visé qui est la variable d'ajustement, à savoir qu'on ne pourra pas toucher le plus grand nombre. Donc là, on a un vrai problème. Comment peut-on faire participer un large public en sachant que notre protocole va être la variable d'ajustement? La solution trouvée, ça a été la suivante. Ça a été, dans un premier temps, de créer un protocole qui réponde à la problématique pour que, du coup, les objectifs scientifiques soient remplis. Ça nous a permis donc d'avoir une répartition. Donc là, on est juste sur la façade Atlantique-Manche et sur la thématique algues brunes et bigorneaux, une répartition d'observation. L'objectif, je vous le rappelle, c'était aussi qu'il y ait un large public qui participe. Donc, comment faire participer un maximum de participants? Eh bien, ça a été de décliner ce premier protocole qui répondait à la problématique dans des protocoles, on va dire, un peu plus accessibles. Donc, on a descendu d'un cran en termes d'objectifs, mais il répondait toujours à la question. Et finalement, on a créé 3 niveaux de protocoles différents en fonction des compétences et des connaissances du public. Et ça, c'est une force aussi de ce programme-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui démarre en ne connaissant rien, mais en ayant envie de participer, petit à petit, va pouvoir monter en compétences, en connaissances, passer d'un protocole très accessible à un protocole intermédiaire et voire à un protocole avancé. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces protocoles? Donc, je vous rappelle qu'on est sur la problématique de connaître la répartition et les covariations des communautés animales et des communautés d'algues. Donc, le premier protocole, c'est un protocole tout public. On est sur de la donnée d'occurrence. Les gens se promènent en bord de mer, en l'occurrence à marée basse sur l'estran, et vont prendre en photo un couple algues brunes gastéropodes. Voilà l'objectif, de mieux connaître les associations algues brunes gastéropodes. Protocole accompagné, qui est un protocole donc de niveau intermédiaire, on est sur des données d'abondance et de caractérisation de ceinture algale, c'est-à-dire qu'on a une liste d'espèces fermée de 19 espèces. Les gens lancent un cadra et à l'intérieur de ce cadra, ils vont faire de la semi-abondance, c'est-à-dire qu'ils vont dénombrer tous les mollusques, les gastéropodes qu'il y a à l'intérieur de ce cadra et estimer la couverture en algues. Le protocole expert, c'est le même protocole que le précédent, protocole donc accompagné, avec un effort d'échantillonnage plus important. Et à savoir que ces protocoles 2 et 3, la grande difficulté, entre guillemets, c'est qu'on va demander également aux personnes de savoir identifier ce qu'ils ont sous les yeux en termes d'observation, ce qui n'est pas le cas sur un protocole de niveau 1. Alors, en termes de qualité de données, parce que ça c'est intéressant, on parle aujourd'hui donc de données ensemble, de bases de données. Une base de données, si on veut qu'elle soit exploitée et exploitable, il faut que les données qui soient dedans soient validées et fiables. Et en sciences participatives, ça a été notamment un reproche fait au début, au lancement des sciences participatives, mais lorsqu'on demande à du grand public d'observer, on n'a pas la qualité de la donnée. Alors, on va séparer 2 choses dans sciences participatives, des données d'inventaire, de données de suivi. Une donnée d'inventaire, forcément, il faut que la qualité de la donnée soit présente et la fiabilité de l'observateur aussi, puisque parfois on est sur une donnée qui est vraiment ponctuelle. J'ai vu tel oiseau tel jour à telle heure. Il ne faut pas se tromper d'oiseau parce qu'on n'aura pas forcément d'autres observateurs pour comparer cette donnée. Données de suivi, on peut se permettre d'être un peu moins exigeant, mais il faut que la qualité soit quand même là. Qu'est-ce qui va faire la qualité de la donnée? Déjà, le respect du protocole. Si on a un protocole standardisé, c'est bien parce qu'on va pouvoir comparer les données entre elles. Et puis, c'est surtout la quantité de la donnée. Et la quantité de la donnée et le respect du protocole vont faire que les données vont pouvoir être comparées entre elles. On aura, avec une qualité de données moins importante, une quantité de données plus importante, plus de personnes à pouvoir participer. Et c'est cette quantité qui va faire la puissance et la précision de la donnée. Pourquoi?
parce que les données vont pouvoir être comparées entre elles, et entre guillemets les outliners, on va pouvoir les sortir de l'analyse de données en se disant, voilà, c'est pas dans les tendances, ou si c'est pas dans les tendances, mais que c'est intéressant, quand même, eh ben, à ce moment-là, c'est de solliciter la personne qui a fait l'observation pour pouvoir valider aussi cette donnée. Mais on est vraiment, à travers les sciences participatives, sur de la tendance, j'ai presque envie de dire, un bruit de fond, et de voir comment on arrive à s'écarter de ce bruit de fond. C'est ça qui va être intéressant. Alors, ça m'amène donc à la question numéro 3. Voilà. Du coup, on avait déjà répondu à la question 2. C'est pas grave, on est par question en anticipation aujourd'hui. Comment passer d'une observation à une donnée? Là aussi, c'est une question, on l'abordera un petit peu plus loin. C'est pas grave. On va faire travailler un petit peu vos connaissances. Affiche la bonne question. Voilà, merci beaucoup, Mickaël. Donc, vous y avez répondu déjà. Quels points positifs et quelles limites des données issues de programmes de sciences participatives? Et vous voyez, vous avez super bien anticipé. Finalement, j'ai l'impression que je vous apprends rien aujourd'hui. Les points positifs, c'est qu'on a des données qui sont donc largement distribuées temporellement et spatialement. Ça, c'est en théorie. Et puis, les limites, les limites, c'est qu'on est quand même sur, en effet, alors ça se tient presque entre l'effort d'échantillonnage variable et la donnée peu fiable car provenant du grand public. Donc, j'espère que les 23 personnes sur 47 qui ont répondu données peu fiables car provenant du grand public, vous y trouvez un petit peu plus votre compte là par rapport à ce qui vient d'être dit. En effet, les limites, c'est surtout l'effort d'échantillonnage variable, puisqu'on est, et je vous rappelle à la définition de François Houllier, à la base, on est sur des données qui sont collectées par des personnes qui sont dans une démarche active et volontaire surtout. Donc, c'est très difficile d'orienter les gens en leur disant il faut aller observer là aujourd'hui, tout de suite, c'est super important, etc. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'animation de ces programmes-là, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais est très importante. Merci, Mickaël. Hop, donc, voilà, le passage d'une observation à une donnée, c'est ça qui est intéressant. Et je laisserai la main ensuite à Bruno. L'objectif, c'est quoi? D'avoir donc une donnée utile, utilisable et utilisée. Donc l'observation, premier cas, on est ici en bord de mer. Voilà, on a des personnes qui sont en train de remplir un protocole, qui ont collecté à l'intérieur de leur cadre différents gastéropodes et qui sont en train de remplir leur protocole. Donc, on a l'observation de base des mollusques, des algues. L'étape suivante, c'est de se dire est-ce qu'on a bien respecté le protocole? Une fois que c'est fait, une fois qu'on a rempli toutes les métadonnées associées donc, à notre protocole, la démarche suivante, c'est de passer tout ça sur ordinateur, de transmettre donc, ces observations. Donc, soit aujourd'hui à travers le site internet www.biolite.fr, et puis, prochainement, au courant de cette année, on va se doter d'une application mobile qui permettra de transmettre les données beaucoup plus simplement. Le fait de se connecter, de transmettre ces observations, on passe, voilà, pour nous, c'est le passage de l'observation à la donnée. Pourquoi? Parce qu'une observation, elle est associée à d'autres métadonnées, un autre observateur, une date, un lieu avec des coordonnées GPS, un effort d'échantillonnage en temps et éventuellement, pour le coup, ce qu'on a observé. Donc là, on rentre vraiment dans de la donnée. Ensuite, il faut que notre donnée, donc, elle soit utilisable et utilisée. Donc, ça va procéder à une phase de validation de la donnée. Alors, la validation de la donnée, on a fait le choix à Planète Mer et au Muséum d'Histoire Naturelle de le faire de deux façons possibles. Soit la communauté, qui a des compétences, des connaissances, va pouvoir réagir directement sur le site Internet en regardant les photos et en proposant des identifications. Moi, je pense que c'est tel mollusque, je pense que c'est ci, c'est ça. Et puis parfois, et c'est ça toute la richesse aussi des programmes de sciences participatives, les uns et les autres vont pouvoir se compléter, se donner des informations et on contribue ainsi à monter en compétence nos observateurs qui vont gagner en capacité naturaliste. La deuxième façon de valider la donnée, c'est tout simplement de faire appel aux personnes de l'équipe de Planète Mer et du muséum qui peuvent valider. Et à ce titre, je remercie aussi tous les volontaires du service civique qu'on a depuis de nombreuses années qui contribuent à cette validation et les bénévoles.
La dernière étape, quand personne n'est sûr de son identification, c'est de faire appel à des experts notamment du muséum. Et on a Pierre Noël qui nous aide notamment, qui est un chercheur donc, du muséum qui nous aide, et je le remercie ici. Grâce à lui, on peut avancer pas mal en termes d'identification, mais on a aussi beaucoup d'autres valideurs. Une fois que la donnée donc, est validée, elle va pouvoir vraiment être validée également en base de données. Ça, c'est intéressant parce que la donnée en base de données, c'est de la donnée qui va être du coup exportable en format Excel, en format CSV pour être ensuite traitée. Et c'est la donnée aussi qui est interopérable. Ça, c'est important aujourd'hui. La base de données BioLite, elle a été construite pour être interopérable avec l'INPN, l'Inventaire national du patrimoine naturel, qui est coordonné par le muséum. Ce qui veut dire que les données BioLite, aujourd'hui, elles sont incluses dans des bases de données nationales, voire internationales, ensuite, avec le GBIF, etc., et qu'elles répondent à la fois aux problématiques du programme BioLite, mais elles peuvent aussi répondre à d'autres problématiques que des chercheurs se posent et qui vont récupérer la donnée par l'intermédiaire donc de l'INPN, entre autres. Voilà. On arrive ici donc à la fin de cette première partie avec donc l'export CSV et ensuite on va passer sur l'analyse de données. Mais donc la dernière question que Mickaël avait mis là juste avant, Mickaël, je ne sais pas si tu peux la remettre. Merci beaucoup. Donc comment on passe d'une observation à une donnée? Alors là, on va voir si vous avez suivi à 13 heures, si vous n'avez pas trop faim. Avec donc plusieurs possibilités. On va vous laisser une petite minute. Oui, petite la minute. Bon, je pense que c'est sans appel, vous avez tous bien compris. Non, pardon, ça n'est pas sans appel du tout. Donc, en tête, nous avons observation, partage, métadonnées associées, validation, bancarisation, standardisation. Et ensuite, nous avons observation, métadonnées, partage, validation, bancarisation, interopérabilité. On est vraiment là-dessus, en fait. On passe d'une observation, on vérifie les métadonnées, on partage. On a un processus de validation de la donnée. On va dire qu'elle est bancarisée véritablement à ce moment-là. Et ensuite, l'interopérabilité permet de l'exporter vers d'autres bases de données et de pouvoir également l'utiliser. Voilà. Et du coup, je vais arrêter mon partage et donner la parole à Bruno qui va vous montrer l'intérêt par la suite en termes de traitement de la donnée. Merci beaucoup. Oui, merci. Allez, je Bruno, je te laisse la main. Ouais, merci Tristan. Alors, je vais reprendre le flambeau. Tac, tac, mode plein écran. Ah, merde. Peut-être mettre le partage d'écran avant, c'est certainement plus simple. Attendez, tac. Non, je suis pas très bon. Et tac. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Super. Oui, super. Super. Bon, merci Tristan. Alors moi, je vais continuer donc cette première partie de présentation en me concentrant davantage plus vers mon domaine d'expertise qui est l'analyse de données et particulièrement l'analyse de données des sciences participatives au travers de ce fameux programme Algebrune et Bigorneau que nous a introduit Tristan précédemment. Mais en fait, je me suis rendu compte au travers des différentes présentations que ça a été bien goupillé puisque ma partie va également représenter un témoignage de ce qu'on peut faire de l'utilisation de différentes bases de données, dont certaines ont été déjà citées dans les précédentes présentations. Est-ce que tu peux mettre ta caméra, s'il te plaît, et Tristan la remettre pour... Ouais. Alors par contre, j'ai un double écran, donc je serai un petit peu de biais, mais si tu veux, je peux faire ça. Ne bouge pas. Voilà. Pour que ça ne marche plus là. C'est vraiment nécessaire parce que, attends, là, je pense que j'ai un petit bug. Je la remettrai après si ça vous va. Pour les questions, ça bien. Oui, mais les questions sont normalement, ils seront dans les slides, en fait, pour les attacher.
C'est bon du coup, même sans caméra? Attends, peut-être que je peux faire. Ok, donc je vais essayer d'être assez rapide parce qu'on a déjà perdu un petit peu de temps, excusez-moi. Et donc, oui, ce que je disais, c'est de faire également peut-être un retour d'expérience sur l'utilisation de données, de données environnementales, pour ne pas citer par exemple celles de Quadridge qui ont été présentées tout à l'heure. Et donc, on va maintenant se concentrer sur une partie des travaux qui ont été effectués sur l'analyse du protocole Algebrun et Bigorneau que nous a présenté Tristan. Alors, rapidement, quelques notions clés concernant cette base de données. Alors, je rappelle qu'il s'agit ici d'un protocole donc, sur liste taxonomique fermée. Alors, ça a notamment pour avantage de présenter les absences des différents taxons. Et ça a un réel intérêt lorsqu'on fait un traitement de données, notamment lorsqu'on essaye vraiment d'étudier les relations habitat-espèce. Le fait que l'espèce soit indiquée comme absence, ça a vraiment un réel intérêt par rapport à d'autres programmes qui pourraient uniquement être davantage opportunistes et indiquer uniquement la présence. Donc ça, c'est déjà un critère qui est notable. Un protocole donc, sur liste fermée qui a considéré 19 taxons au départ. On a vu au fur et à mesure que la liste s'est plus ou moins réduite pour différentes raisons que je ne vais pas forcément aborder. Autre chiffre clé, c'est un programme qui a permis d'obtenir plus de 2500 échantillons du site. Alors c'est ce que vous voyez ici, chaque site est représenté par un petit point rouge, et avec à chaque fois le petit label associé, c'est l'acronyme de la station en question. Et comme vous pouvez le voir, ces stations sont également réparties au sein de 3, j'ai mis entre guillemets, écorégions, que sont la mer du Nord, la mer Celtique et puis ici le golfe de Gascogne, 3 écorégions donc de la façade atlantique, et qui caractérisent en fait des territoires qui présentent des différences en termes de caractéristiques physico-chimiques des masses d'eau, mais également en termes de peuplement. Comme ça a été dit aussi tout à l'heure, alors ça a été un suivi qui a été effectué entre septembre 2012 et janvier 2020, donc sur quasiment 8 ans, évidemment avec une irrégularité qui est propre à ce genre de données issues des sciences participatives, on y reviendra. Et l'un des points également clés, alors qui a également été cité, c'est que on a suivi finalement notre liste de taxons, mais pas n'importe où, en relation avec des champs d'algues, notamment les champs d'algues brunes, qui représentent vraiment des écosystèmes très particuliers des estrons rocheux, et qui ont notamment comme caractéristique de traduire un gradient, un motif de variation qui est très connu de la part des écologues qui travaillent un petit peu sur ces systèmes côtiers, qui est la zonation verticale. Alors, c'est ici ce que j'ai représenté sous la forme de ce schéma. Donc, il y avait ici bien 6 satures d'algues. Alors, qu'est-ce que c'est que cette zonation verticale? Il s'agit en fait d'un motif de succession de différentes espèces que l'on va retrouver le long d'un gradient. Donc, ce gradient ici sera celui de la zone intertidale, avec tout en haut, on va plutôt retrouver des espèces telles que la pelvicie ou le fucus spiral. Et puis, lorsqu'on va plutôt se retrouver à la limite de la zone infralittorale, donc plutôt sous l'eau, lorsqu'on sera à marée basse, on va plutôt retrouver des espèces telles que le fucus denté ou l'immental. Et je crois que c'est le bon moment pour poser cette première question. Alors, moi, je ne l'ai pas du tout sous les yeux, je suis désolé. Voilà, c'est parfait. Alors, évidemment, je ne vous ai absolument pas apporté la réponse, histoire de pouvoir interagir, mais d'après vous, quelles sont les causes, quelles sont les variables responsables de cette fameuse zonation verticale que je viens de vous présenter? Est-ce que c'est lié directement à l'affluence des UV et de la température? Est-ce que c'est lié à un gradient de dessiccation, donc l'absence de l'eau, une alternance à l'alternance jour-nuit, ou est-ce que ça serait lié plutôt aux perturbations d'origine anthropique? Je vois que c'est assez mitigé. Alors potentiellement, il y a plusieurs réponses en fait. Il y a un petit piège. Bon, on est à peu près 1 minute. Je laisse encore quelques secondes pour les indécis ou ceux qui ont juste très très faim. Ok. Bon, on va pouvoir, je pense, afficher les réponses. Alors en fait, c'est... Ah oui, alors là, il n'y en a qu'une qui s'affiche. En fait, il y avait plusieurs réponses possibles. Alors en effet, il y a parmi les causes dominantes qui sont responsables de cette fameuse zonation. Alors zonation verticale, on la rencontre évidemment sur les estrons, sur les milieux
intertidaux, mais on peut également le rencontrer chez d'autres types de gradients, comme par exemple l'altitude, avec, vous savez, les différentes successions entre les feuillus, toute la classe des... le terme m'échappe, mais des sapins, etc. Et puis ensuite, on va obtenir plutôt des prairies jusqu'à la fin des neiges éternelles. Donc, voilà, c'est ce type de succession que l'on voit également apparaître sur les estrans. Et donc, oui, en effet, il y a bien l'influence des UV et de la température qui a un rôle dominant, mais il y a également aussi un gradient de dessiccation, parce que si on se retrouve très haut dans l'estran, on va être notamment très largement moins soumis à l'eau, donc il y a des pertes d'eau qui sont beaucoup plus considérables qu'en bas de l'estran, et donc on ne va pas forcément rencontrer les mêmes espèces. Tout ce qui est alternance jour-nuit, ça joue relativement peu, puis les perturbations anthropiques, ça ne conditionne pas directement, mais ça peut engendrer des modifications de cette fameuse zonation. C'était un petit peu pour la question piège. Hop, j'enchaîne. Alors, concernant maintenant l'analyse de données, bon, Tristan a plus ou moins introduit les grandes thématiques. Moi, je les ai ici résumées en tant que... je ne sais pas comment je peux me décrire, peut-être bioinformaticien, on peut peut-être le voir comme ça, ou analyste en tout cas. Je vais essayer de les résumer sous 4 points dominants. La première étape a été notamment d'essayer de voir si on était capable de valider le protocole de sciences participatives, et notamment dans le fait de pouvoir recapturer, retrouver au sein des données des patrons de variabilité qui sont par ailleurs très bien décrits dans la littérature scientifique. Si on les retrouve, ça veut dire que notre protocole il est suffisamment pertinent pour permettre le suivi de ces communautés. Le deuxième point concernait, quant à lui, plutôt l'aspect de la variabilité spatiale. C'était de voir quels sont les grands patrons de variabilité entre les stations décrites par nos communautés. Est-ce qu'on peut relier ça avec des motifs de variabilité dite biogéographique que l'on retrouve dans la littérature ou à d'autres types de perturbations? Troisième point qui concerne quant à lui la variabilité temporelle, donc je vous rappelle qu'il s'agit ici, notamment l'une des bases était le contexte de régression de ces champs d'algues à l'échelle mondiale, puisque c'est quelque chose qu'on observe à l'échelle mondiale, mais également en relation avec le réchauffement climatique, et je vous rappelle également qu'on a des données s'étalant sur à peu près 8 ans. Donc est-ce que les données à ce moment-là ont été capables de traduire une réponse des communautés par rapport à un type de perturbation comme celle citée précédemment? Et le dernier point, qui n'est pas forcément décorrélé des autres, par ailleurs, qui était d'essayer de déterminer l'impact relatif de différents types de perturbations dans différentes logiques. D'une part, d'un point de vue fondamental, c'est pour améliorer les connaissances de ces types d'écosystèmes, et puis d'un point de vue peut-être plus appliqué également dans une logique de bioindication. Est-ce qu'on peut essayer d'extraire de ces communautés des marqueurs de perturbation, certaines espèces qui répondent d'une certaine manière par rapport à un type de perturbation. Donc c'est partant de ces thématiques qu'on a commencé à analyser les données, et comme il est souvent d'usage lorsqu'on aborde un nouveau jeu de données dont on ne connaît pas vraiment le comportement, c'est l'utilisation d'analyses un petit peu préliminaires qu'on appelle, c'est tout un arsenal d'analyses dites exploratoires d'un jeu de données. Alors pour faire très simple, en fait, c'est un tas de méthodes statistiques qu'on couple avec des représentations graphiques et qui permettent comme ça d'évaluer le comportement d'un jeu de données, de savoir quelles sont les principales tendances qui sont exprimées, et puis comme ça aussi permettre d'affiner les hypothèses de travail, puisque vous voyez qu'on partait quand même de quelque chose de relativement large. Alors, ce que je vous montre ici, c'est notamment concernant la question de la validation du protocole. On a réalisé ici ce qu'on appelle une mesure d'association, alors qui consiste simplement à la mesure d'une métrique. Dans le concept, c'est très simple, mais dans la pratique, c'est un tout petit peu plus compliqué. L'idée, c'est d'attribuer pour chacune des espèces qui a été suivie, chacun des taxons, pardon, une valeur d'association, et pour chaque espèce, on va essayer on va essayer d'évaluer l'association par rapport à l'ensemble des ceintures d'algues. Je vous rappelle que la ceinture d'algues ici permettait de reconnaître le niveau dans l'estran, était donc indicateur du niveau d'estran. Et donc, vous retrouvez ici les résultats qui ont été résumés sous la forme de cette petite figure, avec ici pour chacune des espèces, dès que vous avez un carré vert, on était en présence d'une association qui était significative et suffisamment robuste pour pouvoir être pertinente. Et donc, en les classant comme ça, ça nous a permis de retrouver un gradient de peuplement qui, par ailleurs, est très bien documenté dans la littérature, avec notamment, on peut retrouver ici la littorine des rochers qu'on retrouve préférentiellement en haut de l'estran, et très associée avec cette couverture, avec cette ceinture de Pelvétie. Et puis, lorsqu'on va plus bas dans l'estran, on va retrouver d'autres types d'espèces qui sont très associées avec, encore une fois, une seule ceinture, et puis entre-temps, entre deux, vous allez avoir tout un tas de taxons qu'on le retrouve au sein de plusieurs espèces. Donc là, déjà, il y aurait pas mal de choses à dire, mais on peut déjà s'arrêter dans le fait que notre protocole, il traduit au moins bien ce type de gradient. Donc là, déjà, on était suffisamment content.
Bon, on a voulu forcément aller un petit peu plus loin, notamment en ce qui concerne la variabilité des communautés, donc qu'elles soient spatiales ou temporelles. Et ça, évidemment, ça implique le fait de pouvoir également décrire la variabilité de l'environnement, alors soit temporellement, soit spatialement. Et donc, ça implique de faire usage d'autres bases de données, hein, dont certaines ont été citées. Alors là, je ne leur fais pas... je leur fais pas un hommage terrible, puisqu'en fait, je ne les cite pas ici. Ce que vous voyez apparaître ici, donc les différentes cartos, ce sont les descripteurs environnementaux qui avaient été utilisés lors de cette phase d'analyse exploratoire. On verra ensuite que cette liste s'est considérablement étoffée, en incluant notamment des données issues de Quadridge, mais bon, j'ai fait ça un petit peu chronologiquement et du coup, je ne les ai pas introduits dans cette slide. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il s'agit de données, alors on ne le voit pas, mais je peux vous dire qu'il s'agit de données qui proviennent d'origines très diverses et qui présentent notamment comme caractéristique des résolutions, qu'elles soient spatiales ou temporelles, très diverses également, et souvent de nature diverse. Des données issues de la modélisation, comme ici, des données issues de télédétection, donc d'images satellitaires, ou d'autres données issues de mesures in situ. Alors à l'époque, on avait considéré uniquement que 8 descripteurs, que l'on avait classé dans 2 groupes, des descripteurs qu'on pourrait considérer être associés à une variabilité de l'environnement dit naturel, hein, et puis 4 autres descripteurs qu'on a pu ici lier avec une activité ou des activités anthropiques. Alors je vous les présente très rapidement. Ici, un indice par exemple d'exposition au VAC qui est lié aux travaux de modélisation de Burroughs et ses équipes, et son équipe qu'il a publié en 2008. Des données de télédétection donc, qui marchent très bien, notamment pour les concentrations de chlorophylle A, qui est un proxy de la biomasse phytoplanctonique. Et puis, en ce qui concerne les descripteurs de l'activité anthropique, on a ici, par exemple, une mesure d'acidification de l'océan qui combine à la fois des mesures in situ et des données modélisées. Et puis ici, par exemple, on va retrouver des données de concentration standardisée issues des travaux de Alpern et de ses collègues. Bon, je passe assez rapidement sur les différentes étapes de cette phase d'analyse exploratoire pour se focaliser sur les points clés, sur les résultats clés qu'on a pu en extraire. Alors, parmi les points clés, on retrouve notamment ce rôle important de cette zonation verticale sur le conditionnement des peuplements. Alors, c'est quelque chose que je viens de vous présenter, mais parmi l'ensemble des descripteurs utilisés, c'est ce qui sortait comme étant le plus important. Donc, en termes de hiérarchie, on a là l'impact le plus important parmi les différents gradients environnementaux traités. Donc, c'est quelque chose auquel on s'attendait, c'est quelque chose qui est déjà bien connu dans la littérature scientifique, mais ça ne mange pas de pain ici de le souligner. Autre point intéressant, c'est le fait qu'on observait des différences assez marquées entre nos stations nord en termes d'abondance et nos stations sud. Donc, différences qui ont ensuite pu corréler avec notamment les gradients de température et de pollution inorganique. Donc là, on avait déjà une piste, en termes de variabilité spatiale, une piste qui était très intéressante. Mais évidemment, ce type de résultat, ça vient également avec son lot de limites, de choses qu'on n'a pas pu réaliser avec cette phase d'analyse exploratoire, et notamment en ce qui concerne de pouvoir distinguer le poids relatif de la variabilité spatiale et temporelle. Je vous rappelle que les stations ont été, comme l'avait dit Tristan tout à l'heure, on a une grande variabilité en termes de couverture spatiale et temporelle de la donnée. Ça, c'est une des caractéristiques des données issues des sciences participatives, et avec ce type de méthode, il est parfois très difficile de pouvoir distinguer qu'est-ce qui est lié à la variabilité spatiale, c'est-à-dire la différence entre les stations, ou la variabilité intrastation, mais dans le temps, donc la variabilité plutôt temporelle. Autre point extrêmement intéressant ici, alors je l'ai mis dans les limites, mais en fait c'est surtout une piste intéressante, c'est qu'on s'attendait à observer finalement une réponse homogène de la communauté, c'est-à-dire des différents taxons. Et en fait, ce ne fut pas le cas, pardon. Ce qui souligne en fait que nos différents taxons présentaient certainement une réponse un petit peu différente en fonction des gradients environnementaux auxquels on a essayé de les associer. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour la suite. Et dernier point, enfin, oui, alors ça c'est toujours un gros problème lorsqu'on essaye de faire de l'analyse spatiale, c'est le fait que bien souvent, les perturbations sont spatialement corrélées et qu'il est dès lors très compliqué d'extraire l'influence de tel ou tel facteur sur nos peuplements. Bon, c'est pour toutes ces limites, en fait, toutes ces limites ont finalement permis d'orienter la seconde phase d'analyse, qui était celle de modélisation de la niche écologique des taxons.
Alors, c'est des mots un petit peu savants, hein. Je pense que vous savez ce que c'est une niche écologique, mais dans le doute, je vous le rappelle. En fait, ça regroupe l'ensemble des conditions, que ce soit abiotiques ou même d'interaction biologique, qui permettent à une espèce tout simplement de survivre et de se reproduire. En résumé, c'est ça, on peut le voir comme ça. Et donc, en quoi est-ce qu'elle a consisté, cette phase de modélisation? En fait, c'était simplement de tenter d'inférer les abondances de nos taxons à partir de descripteurs environnementaux qui, au passage, ont été beaucoup plus étoffés, hein. On est parti de 8 descripteurs pour en finir à environ une vingtaine pour cette seconde phase d'analyse. Et parmi la multitude de techniques qui permettent de faire ça, hein, je ne les ai évidemment pas listées, notre choix ici a été d'utiliser plutôt une méthode que l'on appelle le random forest. Alors c'est une méthode qui fait notamment appel à un algorithme d'apprentissage automatique et qui suit notamment, encore une fois, des travaux de Brainman et de son équipe qui l'a produit en 2001. Et donc voici ici un petit schéma récapitulatif du fonctionnement. Alors je ne vais pas du tout rentrer dans le détail technique parce que je pense que ce n'est pas forcément le moment et puis en plus l'heure tourne. Mais je vais plutôt me concentrer sur les avantages et pourquoi est-ce que, d'une partie des avantages et pourquoi est-ce qu'on a plutôt choisi cette méthode plutôt qu'une autre. Et peut-être la chose la plus importante d'abord, c'est que lorsque, dans tous les travaux de recherche qui ont comparé les différentes méthodes, il s'agit ici d'une des méthodes qui a permis d'obtenir les résultats les plus performants, c'est-à-dire en termes de prédiction d'une variable réponse par rapport à des méthodes de régression plus classiques comme, je ne sais pas si ça vous parle, des GLM, des gammes, etc., des modèles linéaires. Autre point intéressant, c'est que c'est une méthode qui permet de combiner de nombreuses variables, donc beaucoup de données, et de nature souvent très différentes, comme par exemple des variables quantitatives ou qualitatives. Donc quantitatives, par exemple, on peut citer la température, et puis qualitative, on pourrait dire, par exemple, la saisonnalité entre l'hiver, le printemps, etc. Donc on peut tout mettre dedans, et malgré le fait que ces variables soient de nature différente. Et enfin, le troisième point, alors qui n'est pas du tout exclusif à cette méthode, hein, qu'on retrouve chez certaines autres méthodes malgré quelques subtilités en termes de procédure, c'est le fait de pouvoir obtenir à travers cette phase de modélisation une hiérarchie entre les différentes variables en termes de pouvoir explicatif des variables. Donc comme ça, on partait du principe qu'on allait pouvoir étudier l'influence relative de différentes variables sur nos abondances et puis d'autres métriques liées à la biodiversité. Et ça, cette procédure, elle s'appelle la procédure de Variable Importance. Alors c'est là-dessus que cette slide va se concentrer maintenant avec ce que vous avez sous les yeux. Alors ça paraît peut-être un petit peu confus comme ça, mais c'est un tableau récapitulatif à l'issue de cette phase de modélisation et qui permet de traduire en effet cette fameuse variable importance, donc l'importance de la variable. Alors ce que vous avez ici en gras sous divers acronymes, c'est tout simplement les variables réponses qu'on a, les différents modèles en fonction de la variable réponse. Alors à partir d'ici, donc le S-umbi c'est pour Asteromphalum umbilicalis, c'est la gibule ombiliquée, jusqu'à L saxa, donc ici vous allez avoir l'abondance de ces groupes taxonomiques, et auquel on a également ajouté l'abondance totale de l'ensemble des gastéropodes, et puis ici le S, ce sera pour la richesse taxonomique. Et ce que vous avez ici en colonne, ça va être le top 6 des différents prédicteurs. Alors des fois je parlerai de prédicteurs, des fois je vais parler de descripteurs environnementaux, c'est plus une histoire de contexte, mais dites-vous que c'est à chaque fois pareil, ce sont les différentes variables environnementales. Et donc ce top 6, à chaque fois, il va permettre de ranger dans le top 1 pour chacune des variables, quelle est la variable qui a pu expliquer, qui avait le pouvoir explicatif le plus important jusqu'au rang numéro 6, sachant que, encore une fois, je vous rappelle qu'on avait introduit une vingtaine de variables. Donc là, on est quand même sur déjà les descripteurs qui présentaient les pouvoirs explicatifs les plus importants. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette figure, vous vous en doutez certainement, mais on va se concentrer sur l'un des résultats principaux de cette phase d'analyse. C'est le fait, en fait, de retrouver des variables quasiment à chaque fois, notamment deux, qui sont ici la TSM.m, donc c'est l'acronyme de la matière totale en suspension, et puis ici le NIT, pour les concentrations moyennes en nitrite-nitrate. Et vous voyez qu'à chaque fois, elles reviennent dans le top 6. Alors, ce n'est pas les seules, évidemment, mais c'est les seules pour ce groupe de variables en question, donc les variables qui permettent d'estimer des processus à l'échelle régionale. Pour faire simple, c'est ça. Et donc, le fait de les retrouver comme ça quasiment à chaque fois, ça démontre notamment qu'elles présentent un impact très important sur les abondances des espèces et donc sur les peuplements en gastéropodes, ces deux variables-là. Alors, très bien, grâce à cette figure, on a pu mettre en évidence qu'on tient là des variables qui semblent conditionner fortement nos peuplements, mais on ne sait pas encore de quelle manière ça se manifeste, de quelle manière ça fait varier ces
ces fameuses abondances. Alors ça, on peut l'avoir justement en modélisant ici la réponse des différents taxons. Alors, différents taxons, et vous doutez bien qu'il y a également la colonne qui correspond à l'abondance totale plus la richesse taxonomique. Donc, des différents taxons en fonction de différentes variables environnementales, parmi lesquelles on retrouve celle qui avait le pouvoir explicatif le plus fort, évidemment. Alors, ça paraît peut-être un petit peu confus comme ça, mais donc chaque graphe va traduire cette réponse, donc d'espèces par rapport à un gradient particulier. Et donc, vous voyez, à chaque fois, il y a plusieurs lignes avec plusieurs couleurs. La ligne jaune centrale, elle va traduire un petit peu le comportement moyen, et puis ensuite, les couleurs vont traduire différentes modalités. Ici, on a choisi plutôt d'estimer la réponse par niveau d'estran. Je vous rappelle que le niveau d'estran était quand même quelque chose d'extrêmement important sur les peuplements. Alors là, encore une fois, beaucoup de choses qui pourraient être dites sur cette figure, mais je vais aller à l'essentiel, notamment me reconcentrer sur nos variables d'intérêt, donc la matière en suspension et les nitrates. Et si on regarde notamment pour les premiers taxons, ça marche nettement moins bien pour le dernier ici, donc Littorina, Littorea, donc le bigorneau. Mais pour les premiers, ça marche relativement bien. À chaque fois, ce qu'on voit, c'est qu'on retrouve globalement une réponse relativement négative, ce qui traduit en fait un impact négatif sur les abondances de nos gastéropodes. Alors, vous voyez qu'il y a quand même des réponses qui sont parfois très variées, comme par exemple ici, qui est en fait un groupe d'espèces cryptiques qui est celle de la Littorine fabalis et la Littorine obtuse, qui présentent des grandes similarités en termes de morphologie, même malgré le fait qu'il s'agisse d'espèces différentes, et donc on les a regroupées parce qu'on n'arrivait pas forcément à les distinguer dans la donnée, mais qui peuvent présenter des différences marquantes en termes d'écologie. Donc ça, c'est une réponse moyenne pour les deux espèces, et donc forcément, ça ne traduit pas forcément quelque chose de très pertinent d'un point de vue écologique. Donc très bien. À l'issue de ces travaux, donc, on voit donc que parmi l'ensemble des variables qu'on a pu tenter d'analyser, il y en a notamment deux qui ressortent très bien. Ce sont ces fameuses matières en suspension totale et puis ces concentrations en nitrite-nitrate, qui sont quand même deux processus qui sont un peu différents, même si vous allez voir qu'ils présentent une corrélation spatiale très importante. Ils sont liés au même type d'endroit. Mais on est quand même en droit, malgré tout, de se demander, on a la réponse par taxon, mais comment est-ce que ça se traduit d'un point de vue spatial? Est-ce qu'on peut observer un pattern, un motif de variabilité spatiale à l'échelle de deux estrans sur cette façade atlantique? Alors, pour répondre à cette question, je vous présente ici une projection qui a été faite pour l'ensemble des estrans côtiers de la façade atlantique. Donc, à chaque fois que vous voyez un pixel, ça correspond à la présence d'un socle rocheux, donc potentiellement abritant des algues, on peut le voir comme ça, à l'interface côtière. Et puis le code couleur ici va indiquer les abondances qui sont en log transformé, pour que ce soit plus simple à traiter. Je ne vais pas forcément beaucoup rentrer dans les détails, mais c'est souvent comme ça que l'on procède. Et donc le code couleur va correspondre à quelles sont les abondances prédites pour chacun des pixels. Et là, on peut très vite se rendre compte qu'il y a des zones préférentielles dans lesquelles on retrouve de faibles abondances, et on ne les retrouve pas n'importe où. En fait, ces zones, ça correspond notamment aux estrans qui sont soumis à l'influence de grands estuaires, que sont la Seine ici au nord, la Loire, la Vilaine, c'est toutes ces zones que l'on retrouve ici, et puis un petit peu plus bas ici au niveau de la Charente. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est que parmi les drivers, parmi les moteurs qui façonnent les peuplements, c'est l'influence des grands estuaires qui spatialement est dominant. Spatialement à cette échelle régionale. Vous comprenez bien qu'à l'échelle locale, il y a évidemment d'autres processus qui sont à l'œuvre. Donc ça, c'est pour la projection de l'abondance totale. Et ensuite, on a essayé de voir si finalement on retrouvait des patterns à peu près cohérents, des motifs cohérents donc, de cette variabilité spatiale chez l'ensemble des espèces. Est-ce que toutes les espèces exprimaient à peu près la même variabilité spatiale? Alors on a comparé tout simplement les différentes projections. C'est ce que vous voyez ici au travers de cette matrice de corrélation. Et puis ici associé avec un petit dendrogramme qui permet de définir les différents groupes d'espèces qui fonctionnent à peu près ensemble. Donc grosso modo, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que le motif qu'on a présenté précédemment, qui montre en fait l'influence des estuaires, il est en fait partagé par pas mal de taxons, ici en rouge, qui présentent une forte corrélation en termes de variabilité spatiale. Mais chose plus étonnante, c'est qu'on a pu également les opposer avec un groupe de deux autres taxons qui présentait non pas une absence de relation en termes de variabilité, mais carrément une inversion en termes de pattern. C'est-à-dire que là, pour ces espèces-là, on serait susceptible de davantage les retrouver au sein de ces fameux estuaires. Et ça, c'est extrêmement intéressant du point de vue de la bioéducation. Donc en bref, en termes de résultats, je vais m'arrêter là, et puis je vais simplement vous faire un résumé
par rapport aux thématiques d'origine des différents résultats et puis des différentes limites qui ont été identifiées que l'on peut attribuer soit au jeu de données, soit au protocole. Tout d'abord, en termes de validation du protocole, bon, ben, je vous l'ai dit, on réobserve, on a pu recapturer une variabilité notamment locale au travers de cette mise en évidence de cette zonation verticale. Mais quelque chose que j'ai également passé sous silence, c'est le fait que le processus de modélisation, il a notamment permis pour certains taxons, et notamment les plus rares ou les moins abondants, c'est pas tout à fait la même chose non plus, il a permis d'identifier le fait que l'effort d'échantillonnage était souvent insuffisant pour bien prédire leurs abondances, pour bien prédire leur dynamique. Et donc là, il y aurait certainement un effort à faire en mettant par exemple un seuil minimum d'effort d'échantillonnage pour pouvoir se concentrer davantage sur ces taxons-là. En termes de variabilité spatiale, l'un des résultats majeurs, ça a été surtout de montrer l'influence des estuaires dominantes sur les peuplements en gastéropodes. Là, on ne parle pas de peuplement d'algues. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en contrôlant les peuplements d'algues, ça a directement une influence sur les peuplements gastéropodes. Le problème, il vient en effet du fait que cette influence, elle se traduit sous la forme de deux processus. L'une associée à la turbidité, donc la matière en suspension, qui peut provenir tout simplement de phénomènes météorologiques, tout comme de phénomènes anthropiques avec l'érosion des sols, par exemple, qui se traduit par une augmentation de la charge sédimentaire. Et puis d'autre part, un autre processus qui, lui, pour le coup, est directement lié avec l'activité anthropique qui est l'agriculture, avec l'augmentation d'une pollution inorganique, notamment les nitrites, les nitrates. Mais comme les deux processus sont spatialement corrélés, dans une certaine mesure, il est encore difficile, même à cette étape, de pouvoir attribuer directement l'influence de chacun de ces deux paramètres sur nos communautés. Donc pour cela, il faudrait en effet potentiellement modifier encore le protocole, peut-être mettre en place un protocole de suivi particulier pour ces zones d'intérêt. En termes de variabilité spatiale, autre chose que j'ai très peu abordé, mais lors de la phase de modélisation, on avait également intégré des descripteurs temporels, comme par exemple l'année, le mois ou la saison. Et à chaque fois, c'est très peu sorti en termes d'importance de la variable comme pouvoir explicatif. Alors, à deux choses l'une, en fait, ça peut être lié à différentes choses. Soit, en effet, il n'y a pas de réponse en termes de variabilité spatiale de nos communautés de gastéropodes. Très bien, ça, dans ce cas-là, on ne peut rien dire. Soit les séries temporelles, donc 8 ans, c'est trop restreint pour réussir à mettre en évidence l'impact, par exemple, de processus tels que le réchauffement climatique qui s'observent souvent sur des séries temporelles beaucoup plus larges, de l'ordre de la décennie, voire même beaucoup plus que ça. Et puis, c'est également potentiellement imputable au fait que ce suivi temporel, il est très irrégulier au sein des différentes stations, et ce qui ne permet pas de mettre en exergue des différences marquantes en termes de variabilité temporelle. Donc, très clairement, le protocole n'était pas du tout adapté pour suivre temporellement ces communautés. Et dernier point ici, sur le point concernant la bioindication, donc ces travaux nous ont notamment permis de mettre en évidence des tendances de sensibilité différentes entre les taxons, en plus évidemment de l'influence estuarienne, et ça c'est extrêmement intéressant pour ensuite réussir à mettre en place des bioindicateurs, donc de se focaliser sur des groupes taxonomiques qui traduisent bien ou de manière différente des perturbations du milieu. Évidemment, il ne s'agit ici que des tendances. On ne peut en aucun cas directement dire qu'on tient là un indicateur très performant, et pour cela, il faudrait en effet, encore une fois, modifier ou mettre en place un autre protocole plus adapté pour ces zones d'intérêt, encore une fois. Donc, on revient toujours un petit peu sur ces notions. Voilà, j'en ai fini. Merci de votre attention, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Tristan Dimiglio, Bruno Serranito. On a aussi dépassé le chrono, donc on va poser une question très brève. Mira. Bonjour, alors la question vient de la part d'Enzo Colomba en STE5. La question est: un projet tel que celui-ci, pour obtenir une quantité suffisante de données, demande sans doute un énorme travail de communication. Comment faites-vous pour atteindre un public suffisant? Tu vas répondre, Tristan, là. Tristan, je peux prendre la main là-dessus. En effet, il y a besoin de beaucoup d'animation pour avoir un nombre d'observateurs suffisant. Bruno l'a montré, les séries temporelles
montre qu'on n'a pas assez d'observateurs, ou en tout cas qu'on n'a pas assez de fidélisation. Cette question de la fidélisation, en fait, elle est surtout importante en sciences participatives. On arrive à avoir des observateurs moyennant de l'animation. Donc aujourd'hui, ça se passe par pas mal les réseaux sociaux. Ça se passe aussi avec de l'animation des structures associatives qu'on a. Donc c'est de la formation, de l'accompagnement, du conseil. Valoriser aussi leur implication dans le programme. Voilà, c'est beaucoup de temps à passer pour donner des outils aussi pour que les gens puissent y trouver leur compte. Essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils attendent à travers leur participation, quels sont leurs objectifs à travers la participation, et d'essayer d'y répondre le mieux possible. Aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué. On va dire que globalement, tous les porteurs de programmes de sciences participatives se posent la question. Il n'y a pas de clé. Chaque typologie de public est différente. Il faut essayer de s'adapter le mieux possible à eux. En tout cas, pour ce qui concerne Planète Mère, aujourd'hui, on se rend compte que les outils numériques sont assez importants en termes d'animation de public. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure notamment d'une appli mobile qu'on est en train de développer, qui sera à la fois un outil pour transmettre ses observations, mais ça sera aussi un outil d'animation, de fidélisation du public, où on a inclus notamment une partie de ludification pour faire en sorte que le programme devienne un jeu, et qu'à travers la viralité, pardonnez-moi le terme dans cette période, mais à travers la viralité de ce jeu, eh ben, on va arriver à fidéliser les observateurs. Et dernier point, juste la notion très importante aussi, c'est le retour vers le public. Donc de faire des retours assez réguliers en termes d'observation, en termes d'analyse de données, pour que les gens puissent aussi voir à quoi ça sert et à quoi leurs données surtout ont servi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Donc, on va conclure ce séminaire, si vous le voulez bien. Donc, on tient avant tout à vous remercier pour votre attention. Vous avez sur cette diapositive l'ensemble des élèves qui ont participé à la création de cette thématique, ainsi que l'encadrement par Mme Alliot et Mme Beck. On remercie tous les intervenants qui ont participé à notre journée, tous les intervenants qui ont participé au séminaire. N'hésitez pas à parler de ce séminaire à vos entourages, à vos structures professionnelles et à revenir les autres années pour les futures promotions de STE qui appuieront d'autres thématiques avec d'autres intervenants et pour faire progresser un petit peu la filière Polytech Montpellier. Je vous remercie à tous et je vous souhaite un très bon appétit. Merci.